Imagine que ton esprit est une ville, et chaque émotion que tu ressens est un visiteur inattendu. Certains arrivent avec des fleurs, d'autres avec du feu. La plupart n'ont pas besoin de frapper à la porte, ils entrent directement et commencent à crier. Le problème n'est pas qu'ils viennent, le problème est que tu leur as donné les clés. Aujourd'hui, beaucoup de gens traversent la vie avec un esprit sans protection. Une ville sans murs, sans surveillance, sans ordre. Ils réagissent à tout. Ils se brisent pour rien. Ils vivent à la merci du climat émotionnel des autres. Et ainsi, la moindre critique les fait s'effondrer. Le moindre silence les désespère. Le moindre obstacle les fait fuir. Mais tu n'es pas venu dans ce monde pour vivre en otage de tes sentiments. Tu es venu pour dominer ton territoire, pour devenir le gardien de ta propre ville mentale. Un esprit fort ne naît pas. Il se forge, et pas dans le confort. Il se forge lorsque tu choisis de ne pas répondre avec colère, même si tu as des raisons. Lorsque tu choisis d'observer avant d'agir. Lorsque tu apprends que rester calme n'est pas abandonner, c'est démontrer le contrôle. Parce que dans une société où tout le monde réagit comme des animaux effrayés, la sérénité est une forme de pouvoir. Un pouvoir silencieux, imposant, inébranlable. Cette vidéo ne va pas te remplir de phrases douces ni de promesses vides. Elle va te confronter, elle va te mettre mal à l'aise, parce que ce que nous allons faire ici, c'est désinstaller des schémas mentaux qui te sabotent depuis des années. Nous allons utiliser le stoïcisme, non pas comme une philosophie de bibliothèque, mais comme une épée quotidienne, comme un bouclier mental, comme un entraînement pour que tu apprennes à résister sans te durcir à l'intérieur et à maintenir ta paix sans demander la permission. Alors, si tu es fatigué de vivre à la merci du chaos, de sentir que tout te dépasse, de ne pas comprendre pourquoi tu te noies à chaque vague, prépare-toi. Parce que nous allons élever les murs, nous allons entraîner le sentinelle, et surtout, nous allons te redonner le contrôle de ton propre esprit. Bienvenue. Ici commence le processus pour devenir quelqu'un qui ne réagit plus comme avant. Parce que si ton esprit n'est pas ta forteresse, il sera ta prison, tu décides. 1. Que ton esprit agisse avant tes émotions. Un incendie ne s'éteint pas avec plus de feu. Et pourtant, c'est ce que beaucoup font. Ils brûlent de l'intérieur face au premier conflit, à la moindre provocation ou au simple frottement avec l'inconfort. Ils crient, s'agitent, se noient dans des pensées catastrophiques et agissent comme si leur seule boussole était l'émotion du moment. Résultat, une vie impulsive, pleine de décisions qu'ils regrettent plus tard. Des relations brisées, des opportunités perdues, une paix mentale en miettes, tout cela parce que l'émotion a parlé avant la raison. La véritable force commence à la seconde avant de réagir. Cet instant bref, presque invisible, où tu peux choisir entre exploser ou respirer, entre répondre avec maturité ou tirer avec colère. Cette fraction de temps est où les forts se séparent de ceux qui ne semblent forts, parce que n'importe qui peut crier. N'importe qui peut réagir, mais seuls quelques-uns ont le courage de s'arrêter pour réfléchir avant d'agir. C'est la véritable révolution intérieure. Les stoïciens le savaient bien. Épictète le disait clairement. Ce qui nous affecte n'est pas ce qui nous arrive, mais ce que nous pensons de ce qui nous arrive. Et cette pensée vient avant l'émotion, si tu décides qu'il en soit ainsi. La plupart vivent en automatique, comme des marionnettes de l'impulsion. Mais tu n'es pas ici pour suivre ce chemin. C'est ici que tu dois commencer à t'entraîner. Et tu n'as pas besoin d'une crise pour le faire. Pratique-le au quotidien. Quand quelqu'un te contredit, quand tu sens que l'impatience veut prendre le contrôle, quand la peur ou la frustration apparaissent sans prévenir. Arrête-toi, observe. Pose-toi une seule question. Est-ce que ce que je ressens me guide ou me sabote? Parce que si cela ne t'aide pas à prendre une meilleure décision, alors c'est juste du bruit. Et le bruit ne mérite pas d'avoir le gouvernail de ta vie. Ne confonds pas agir sur l'impulsion avec agir avec décision. Ce sont des choses différentes. L'impulsion ne raisonne pas, elle réagit seulement. La décision, en revanche, évalue, calcule, attend le moment juste.
Quand ton esprit dirige tes actions, ce que tu fais a un but, pas seulement une décharge émotionnelle. Il ne s'agit pas de réprimer, il s'agit de canaliser, de filtrer, de mettre l'esprit sur le siège du conducteur. Et oui, au début, c'est difficile, parce que tu as passé des années à te laisser emporter par l'émotion. Mais si chaque jour tu t'entraînes à ce petit moment de pause, tu verras comment tout change. Tu n'exploses plus, tu ne tombes plus, tu ne permets plus aux autres de décider pour toi en manipulant tes réactions. Tu seras comme un arbre solide au milieu d'une tempête. Le vent souffle, les branches se secouent, mais les racines ne bougent pas, parce que ton esprit, pas ton émotion, est ce qui soutient ta base. Avoir un esprit fort ne signifie pas aller dans la vie avec les sourcils froncés. C'est avoir de la clarté, c'est prendre des décisions avec calme, même si tu as du bruit en toi. C'est choisir l'autocontrôle, non pas parce que tu te réprimes, mais parce que tu sais que tout ce que tu ressens ne doit pas se transformer en action. Toute pensée ne doit pas se transformer en parole. Tout stimulus ne mérite pas de réponse. La prochaine fois que quelque chose essaiera de te sortir de ton centre, rappelle-toi ceci. Ta première émotion n'est pas ton ennemi, mais elle n'est pas non plus ton leader. Laisse-la venir. Regarde-la en face, et puis laisse ton esprit décider quoi faire avec elle. Parce que ceux qui maîtrisent leurs réactions ne sont pas froids, ils sont libres. Et tu es venu pour être libre, pas esclave de ton impulsion. 2. Ne te noie pas dans ce que tu étais censé seulement observer. Une émotion non gérée est comme un animal sauvage. Si tu le regardes de loin, tu peux le comprendre. Si tu le provoques ou t'approches trop, il peut te dévorer. La plupart des gens ne savent pas observer ce qu'ils ressentent. Ils se jettent simplement. Ils confondent intensité avec vérité, réaction avec action. Et ainsi, ils finissent par devenir les victimes de leurs propres pensées, pris au piège dans un désordre interne qu'ils ont eux-mêmes alimenté. Tout cela parce qu'ils n'ont pas su rester un pas en arrière. Combien de fois t'es-tu senti consumé par quelque chose qui n'était même pas en train de se passer réellement? Ce n'était pas le problème, c'était toi qui tournais en rond. Ce n'était pas la conversation, c'était les 20 versions que tu as inventées après. Ce n'était pas le silence de l'autre, c'était le bruit que tu as fait dans ta tête. Tu t'épuises parce que tu transformes chaque émotion en un ennemi, chaque doute en un drame, chaque sensation en une histoire. Les stoïciens ont compris quelque chose que la plupart ne saisissent pas encore. Tout ne mérite pas ton énergie, tout ne doit pas être analysé. Il y a des choses qui arrivent simplement, et c'est tout. Mais toi, habitué à voir le monde depuis ton ego, tu prends tout personnellement. Si quelqu'un ne répond pas, tu penses qu'il t'ignore. Si quelqu'un s'éloigne, tu penses qu'il te rejette. Si les choses ne se passent pas comme tu le souhaites, tu penses que la vie te punit. Ce qui devait être observé calmement, tu le transformes en une bataille interne inutile. Et c'est là que tu commences à t'épuiser. Là où ce qui était une simple émotion passagère se transforme en un monstre qui te paralyse, qui te prive de clarté. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas su rester ferme en tant qu'observateur. Tu es devenu le protagoniste d'un conflit qui n'avait ni scénario ni sens. Et quand tu fais ça, tu perds du pouvoir. Tu deviens l'esclave de ce que tu ressens. Le stoïcisme t'invite à regarder sans absorber, à réaliser que toutes les pensées ne doivent pas te diriger, ni toutes les émotions se transformer en actes. Tu peux ressentir de la peur et ne pas laisser la peur te contrôler. Tu peux ressentir de la tristesse et ne pas la transformer en chaos. Tu peux ressentir de la colère et pourtant ne pas agir à partir d'elle. C'est l'esprit qui se renforce. Non pas celui qui réprime, mais celui qui régule. Celui qui sait que ressentir n'est pas la même chose que céder. Prends l'habitude d'observer. Face à chaque émotion intense, arrête-toi. Demande-toi, est-ce ce qui se passe ou est-ce ce que j'interprète? Est-ce réel ou est-ce seulement dans ma tête? Vaut-il la peine de consacrer toute ma journée à cette pensée? Ce petit espace de conscience est ce qui te sépare de la tempête. Parce que lorsque tu observes avec clarté, tu reprends le contrôle.
Lorsque tu ne t'impliques pas dans tout, tu trouves la paix. Tu n'es pas faible pour ressentir, mais tu t'affaiblis quand tu te laisses emporter par tout. Apprendre à observer sans agir immédiatement est une forme de respect envers toi-même, parce que tout stimulus ne mérite pas ta réponse. Tout malaise n'a pas besoin de ton drame. Toute émotion ne veut pas te gouverner. Parfois, elle est juste là pour que tu la vois et la laisses partir. Rappelle-toi ceci, un esprit fort ne court pas après chaque pensée comme si elle était urgente. Un esprit fort reste, observe, comprend et décide si ce qu'il ressent mérite de rester ou de continuer son chemin. Parce que celui qui sait regarder ne se perd pas. Et tu es venu pour être ce genre de personne, celui qui reste ferme au milieu du bruit. 3. Lâche l'illusion du contrôle et récupère ton pouvoir. Contrôler tout, c'est le grand piège de l'ego. Un mensonge déguisé en sécurité, un besoin déguisé en responsabilité. Mais la vérité est que plus tu essaies de tout contrôler, plus tu t'épuises. Et pire encore, plus tu te frustres. Parce que peu importe combien tu planifies, combien tu mesures ou combien tu anticipes, il y aura toujours quelque chose qui ne dépend pas de toi. Toujours. Et quand cela arrive, si ta valeur était liée à ce contrôle, tu tomberas. Non pas à cause de ce qui s'est passé, mais parce que tu as confondu le pouvoir avec le contrôle absolu. Le problème n'est pas de vouloir que les choses se passent bien. Le problème est de croire que si quelque chose échappe à ton contrôle, alors quelque chose ne va pas avec toi. Que si quelqu'un s'éloigne, tu as échoué. Que si un résultat n'arrive pas, tu es insuffisant. Cette façon de penser est comme construire une maison sur du sable. Instable, vulnérable, épuisante. Tu es toujours tendu, toujours alerte, toujours en attente que quelque chose tourne mal. Et dans cette attente, tu perds la vie. Les stoïciens n'étaient pas passifs. Ils ne restaient pas les bras croisés. Mais ils avaient bien compris qu'il n'y a que deux terrains. Celui que tu peux dominer et celui que tu ne peux pas. L'un se transforme par l'action, l'autre se transforme par l'acceptation. Si tu ne fais pas cette distinction, tu deviendras une marionnette émotionnelle, réagissant à chaque mouvement du monde comme si ta paix en dépendait. Et c'est la véritable esclavage. Lâcher le contrôle n'est pas se rendre, c'est mûrir, c'est comprendre que ton véritable pouvoir n'est pas dans la manipulation de l'extérieur, mais dans la régulation de l'intérieur. C'est choisir comment tu vas répondre à ce que tu n'as pas demandé. C'est décider que tu ne vas pas te perdre toi-même simplement parce que quelque chose a dévié du plan. Parce que oui, tu peux planifier, tu peux agir avec stratégie, tu peux donner le meilleur de toi. Mais une fois que tu as fait cela, le reste ne t'appartient plus. Et résister à cette vérité est ce qui te prend de l'énergie, de la tranquillité et de la concentration. Regarde autour de toi. Combien de fois as-tu souffert en essayant de forcer quelque chose? Combien de fois t'es-tu brisé parce que quelqu'un n'était pas comme tu l'espérais? Combien de fois t'es-tu saboté parce que le résultat n'est pas arrivé à ton moment? Voilà la preuve. Le problème n'était pas la situation, c'était ton attachement à la contrôler. Et quand tu comprends cela, tu te libères. Parce que tu ne dépenses plus ta force sur ce que tu ne peux pas changer, mais tu l'investis dans ce qui dépend de toi. Tes pensées, ton attitude, ton focus, tes décisions. L'esprit fort ne s'accroche pas. L'esprit fort coule sans perdre de direction. Il ne confond pas la flexibilité avec la faiblesse. Il n'a pas besoin de tout avoir sous son poing pour se sentir en contrôle, parce qu'il sait que le véritable leadership commence à l'intérieur. Et celui qui se dirige lui-même peut faire face à n'importe quel scénario externe avec fermeté, même si ce scénario n'est pas celui qu'il désirait. Entraîne-toi à cela tous les jours. Quand quelque chose ne se passe pas comme tu l'espérais, respire. Rappelle-toi, cela ne dépend pas de moi, mais ce que je fais avec cela, oui. Cette phrase simple te redonne le pouvoir. Choisis d'agir à partir de là,
À partir de la conscience, pas du désespoir. À partir de la clarté, pas du besoin de contrôler chaque détail. Et tu verras qu'en lâchant cette illusion de contrôle total, une nouvelle forme de pouvoir commence à émerger. Un pouvoir qui ne crie pas, qui ne s'impose pas, qui n'a pas besoin d'avoir tout résolu pour avancer. C'est le pouvoir de celui qui ne se fait plus peur quand les choses changent. Parce qu'il a changé à l'intérieur, parce qu'il sait maintenant que sa véritable force ne dépend pas du monde, mais de sa capacité à y répondre. 4. Laisse la critique te révéler, ne te détruis pas. La critique ne te brise pas, elle te montre. Elle te montre où tu es le plus sensible, où tu n'as pas encore guéri, où, sans t'en rendre compte, tu as encore besoin de l'approbation des autres pour te sentir en paix avec toi-même. Ce n'est pas la critique qui fait mal, c'est ce que tu crois que cette critique signifie sur toi. Parce que si quelqu'un te traite de faible et que tu sais que tu ne l'es pas, ça ne fait pas mal. Mais si tu doutes encore de ta force, ce mot s'enfonce comme une dague, et voici le piège. Au lieu de regarder à l'intérieur, tu regardes à l'extérieur, tu réagis, tu te défends, tu te fermes. Et dans cette tentative de te protéger, tu perds l'opportunité de te connaître, de grandir, de te renforcer, parce que personne n'évolue en vivant sur la défensive, personne ne devient fort en fuyant le miroir. La critique, bien comprise, est un outil, c'est une carte. Elle indique les points où il reste encore du travail à faire. Ce n'est pas ton ennemi, c'est ton instructrice. Mais tu as besoin de courage pour la voir ainsi. Parce qu'il est plus facile de se vexer, plus facile de se faire la victime, plus facile d'accuser les autres d'être durs ou injustes que d'accepter que quelque chose de ce qu'ils disent pourrait avoir du sens. Peut-être que cela te dérange non pas parce que c'est faux, mais parce que cela touche une blessure ouverte. Marc Aurèle le disait sans détour, si c'est vrai, accepte-le. Si ce n'est pas le cas, ne laisse pas cela t'affecter. C'est la logique d'un esprit entraîné. Il ne prend pas tout au personnel. Il ne dramatise pas. Il ne transforme pas chaque opinion étrangère en un jugement final. Il évalue, il réfléchit, il apprend. Et s'il n'y a rien d'utile, il continue sans le porter. Mais comment s'entraîne-t-on à cela ? En pratiquant quelque chose d'inconfortable mais nécessaire, écouter sans réagir, reçois la critique. Non pas pour l'avaler tout entière, mais pour l'analyser avec froideur. Demande-toi, cette critique indique-t-elle quelque chose que je dois améliorer ? Vient-elle de quelqu'un qui connaît vraiment mon processus ? M'apporte-t-elle quelque chose ou cherche-t-elle simplement à me nuire ? Et si tu conclus qu'il y a quelque chose d'utile là-dedans, prends-le. Utilise-le comme un feu qui polit, non qui consume. Mais si ce que tu reçois est du pur poison déguisé en conseil, éloigne-toi. Tous les commentaires ne méritent pas d'être traités. Certaines critiques ne parlent pas de toi, elles parlent de l'autre, de sa frustration, de son envie, de son besoin de se sentir supérieur. Et c'est là ton autre entraînement, ne pas prendre tout comme une vérité absolue. Parce que lorsque ta valeur dépend de l'absence de critique, tu vis dans la crainte de chaque opinion, et c'est une cage invisible, silencieuse, mais réelle. L'esprit fort n'a pas besoin d'avoir raison tout le temps. Il ne s'effondre pas parce que quelqu'un pense différemment. Il ne cherche pas à être parfait. Il cherche à être authentique. Et à partir de cette authenticité, il accepte qu'il se trompe parfois, qu'il peut parfois s'améliorer, qu'il a parfois besoin d'entendre des choses inconfortables. Mais jamais à partir de la peur, toujours à partir de la responsabilité. Désormais, chaque fois que tu seras critiqué, ne réagis pas immédiatement. Respire, écoute, regarde ce qui te touche à l'intérieur. Si ça fait mal, ne cours pas pour le taire, regarde-le. Il y a quelque chose de toi là-dedans, quelque chose que tu peux travailler, quelque chose qui peut te rendre plus fort, parce qu'au final, celui qui se façonne avec sagesse n'a pas besoin d'éviter les critiques, il les transforme, en croissance, en apprentissage, en pouvoir. Que la prochaine critique ne te détruise pas, qu'elle te révèle, et qu'elle te donne l'opportunité de devenir, petit à petit, quelqu'un qui ne dépend plus du bruit extérieur pour avoir la paix intérieure. 5. Que ton silence dise ce que ton calme protège.
Le monde ne cesse de parler. Il crie, donne son avis, accuse, interrompt, exige. Et parmi tout ce bruit, il semble que celui qui se tait perd. Mais ce n'est pas le cas. Le silence n'est pas une faiblesse. Le silence, bien utilisé, est une stratégie. C'est une défense. C'est une force contenue. Parce que tout ne se résout pas en parlant. Tout ne mérite pas d'explication. Et tout ne nécessite pas une réponse immédiate. Il y a des batailles qui se gagnent sans prononcer un seul mot, juste avec la fermeté de celui qui ne se laisse pas emporter. Beaucoup pensent que répondre rapidement est un signe d'intelligence, que toujours avoir une opinion est un signe de pouvoir, que parler plus fort est une preuve de raison, mais la vérité est que celui qui parle toujours s'expose, se vide, perd de l'énergie en essayant de convaincre celui qui a déjà décidé de ne pas écouter. Le sage stoïcien le comprend. Tu n'as pas à dire tout ce que tu penses, ni à réagir à tout ce que tu entends. Le silence, lorsqu'il naît du calme et non de la peur, est un mur qui protège ta paix. Le silence n'est pas répression. C'est conscience. C'est choisir quand parler et quand garder. C'est savoir que tu n'as pas besoin de tout clarifier, de tout expliquer, de tout justifier. Parce que celui qui se connaît ne se dispute pas pour chaque malentendu. Celui qui se respecte ne gaspille pas sa voix pour ceux qui veulent seulement du bruit. Et celui qui a la paix ne l'échange pas pour le plaisir momentané d'avoir le dernier mot. Combien de fois t'es-tu épuisé en répondant à des personnes qui voulaient seulement te provoquer? Combien de fois as-tu dit plus que nécessaire et ensuite tu as regretté? Combien de fois as-tu rompu ton calme pour entrer dans une discussion qui n'allait jamais avoir une fin propre? Voilà, parfois la véritable erreur n'était pas ce que tu as dit, mais que tu as parlé quand tu aurais dû garder le silence. Le silence intelligent dérange celui qui cherche à te blesser. Il désarme celui qui veut te manipuler. Parce qu'ils attendent que tu réagisses, que tu cries, que tu te défendes avec désespoir. Mais quand tu ne leur donnes pas ce pouvoir, quand tu ne descends pas à leur niveau, tu montres que ton esprit n'est pas à vendre, que ton centre n'est pas négociable. Sénèque disait « Nous souffrons souvent plus dans l'imagination que dans la réalité. » Et dans cette imagination, souvent, nous croyons que si nous ne disons rien, nous perdons, que si nous ne clarifions pas, nous sommes mal compris, que si nous ne répondons pas, on nous piétine. Mais celui qui a vraiment construit la sérénité sait qu'il n'est pas venu pour prouver quoi que ce soit, que sa valeur n'est pas dans ce qu'il dit, mais dans ce qu'il décide de préserver. Et ce calme qu'il protège avec le silence vaut plus que 1000 explications. Pratique-le. La prochaine fois que quelqu'un te provoque, garde le silence, observe, pas depuis la colère contenue, mais depuis la conscience claire. Demande-toi, est-ce que cela nécessite une réponse ou est-ce que cela veut juste détruire ma tranquillité? Ce commentaire cherche-t-il à comprendre ou veut-il juste du bruit? Et s'il ne mérite pas ton énergie, ne la donne pas. Laisse ton silence parler pour toi, qu'il montre que tu n'es pas en train d'éviter, tu es en train de choisir. Parce que celui qui sait se taire quand l'ego veut crier, celui qui sait garder son calme quand l'émotion veut dominer, c'est celui qui gouverne vraiment sa vie. Il ne se laisse pas emporter, il n'a pas besoin de prouver. Parce qu'il sait que le véritable respect ne s'exige pas toujours. Parfois, il s'impose simplement par sa présence. Et cette présence se remarque quand tout brûle à l'extérieur et que tu choisis de ne pas brûler à l'intérieur. Quand tout pousse à réagir et que tu choisis de maintenir ton centre, que ton silence ne soit pas vide. Qu'il soit un message clair. Ici, à l'intérieur, règne le calme. Ici, le chaos n'entre pas. Ici, on protège ce que beaucoup perdent, la paix mentale. 6. Tout ce que tu ressens ne reste pas pour toujours. Une émotion n'est pas une condamnation. Ce n'est pas une sentence qui marque ton identité pour toujours. C'est un visiteur. Il arrive, s'installe un moment, et si tu ne t'accroches pas, il part. Mais c'est ce que presque personne ne comprend. Ressentir quelque chose intensément aujourd'hui ne signifie pas que cela définira ta vie. Être triste ne fait pas de toi une personne triste. Avoir peur ne te rend pas lâche.
Ce qui te marque n'est pas l'émotion, c'est ta décision de t'y accrocher comme si elle faisait partie de toi. Les personnes qui se brisent à l'intérieur ne le font pas à cause de ce qu'elles ressentent, mais parce qu'elles croient que ce qu'elles ressentent est éternel. Elles sombrent dans la tristesse parce qu'elles pensent qu'il n'y a pas d'issue. Elles s'accrochent à la rancœur parce qu'elles pensent que cela les protège. Elles s'identifient à la culpabilité comme si elles ne pouvaient pas exister sans elle. Elles tombent amoureuses de leur douleur parce qu'elles ne se souviennent plus de ce que c'était de vivre sans elle. Mais tu n'es pas ce que tu ressens. Tu es ce que tu choisis de faire avec ce que tu ressens. Et cela change tout. Le stoïcisme enseigne une vérité puissante que peu osent accepter. Les émotions ne doivent pas te gouverner. Non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles sont éphémères. Réagir à partir d'elles, c'est comme construire une maison en plein tremblement de terre. Tu vas t'effondrer encore et encore. La sagesse n'est pas de réprimer ce que tu ressens. C'est de le reconnaître, de le comprendre, et ensuite de le lâcher quand il ne sert plus. Parce que l'émotion est un message, pas une résidence. Imagine ceci, tu marches dans une forêt, et soudain, une tempête éclate. Il pleut fort, il y a du vent, tout devient sombre. Que fais-tu? Restes-tu là pour toujours? Construis-tu une maison en pleine tempête? Non, tu cherches un abri. Tu attends, parce que tu sais que ça passera. C'est ainsi que fonctionnent aussi les émotions intenses. Si tu les observes avec la bonne distance, tu verras qu'aucune ne reste pour toujours, à moins que tu ne la retiennes. Mais bien sûr, ton esprit ne veut pas lâcher prise. Il adore s'accrocher. Il te dit que si tu arrêtes de ressentir de la colère, alors tu pardonnes l'impardonnable. Que si tu lâches la tristesse, tu trahis ce que tu as perdu. Que si tu ne ressens plus de culpabilité, c'est parce que tu es devenu froid. Et ainsi, tu finis par être pris dans un cycle où l'émotion a cessé d'être naturelle et est devenue une prison construite par tes propres pensées. C'est là que tu dois intervenir. Te demander honnêtement, cette émotion m'aide-t-elle ou me freine-t-elle? L'utilisais-je pour grandir ou pour me punir? La laisse-je passer ou la nourris-je? Parce que si tu la nourris, ce n'est pas l'émotion qui te domine. C'est toi-même qui continues à l'inviter à rester. Tout ce que tu ressens n'est pas un signal pour agir. Parfois, c'est juste une étape qui doit être traversée avec calme. Pleurer un jour ne signifie pas faiblesse. Ressentir de la colère ne signifie pas perdre le contrôle. Le problème est lorsque cette émotion devient ton identité, lorsque tu ne sais plus qui tu es sans elle. L'esprit fort ne se définit pas par ce qu'il ressent. Il se définit par sa capacité à traverser tout sans se perdre lui-même. Parce que celui qui a entraîné sa conscience sait que les émotions vont et viennent. Mais tu peux rester ferme, présent, clair, sans besoin de te figer ni d'exploser. Juste en étant témoin du changement, du passage d'un nuage de plus, de la fin d'une tempête de plus. Rappelle-toi ceci, tu n'es pas ta tristesse, ni ta colère, ni ta peur. Tu es l'espace qui les contient. Tu es le ciel derrière la tempête. Et le ciel ne disparaît jamais. Il attend juste que le bruit passe. 7. Aiguise ton esprit comme un guerrier avant le chaos. Personne n'aiguise son épée en plein milieu de la bataille, parce qu'au moment où le chaos arrive, il est déjà trop tard pour te préparer. Et pourtant, beaucoup traversent la vie comme s'ils n'allaient jamais faire face à rien de difficile. Ils vivent endormis, distraits, à l'aise, avec un esprit non entraîné, rouillé, jusqu'à ce qu'un coup de réalité les réveille. Une perte, une trahison, une chute. Et là, quand ils ont le plus besoin de clarté, ils se brisent, parce qu'ils ne se sont jamais entraînés à résister. Avoir un esprit fort ne s'improvise pas. Il se cultive. Il se construit au quotidien, dans les détails. Il ne s'agit pas de te préparer seulement quand tout devient sombre. Il s'agit d'agir comme un guerrier, même dans les jours de calme, parce que le chaos ne prévient pas. La douleur ne demande pas si tu es prêt. La vie n'attend pas que tu t'organises émotionnellement pour te lancer ces épreuves. Veux-tu avoir le contrôle de toi-même quand tout va mal? Alors, pratique-le quand tout va bien.
Veux-tu avoir de la clarté dans les moments de confusion? Alors exerce ta pensée dans les moments de calme. C'est ainsi que l'on entraîne l'esprit, pas avec des discours ni des phrases jolies, mais avec une discipline quotidienne, avec des habitudes qui ne semblent pas épiques, mais qui te rendent imbattable. Les stoïciens le savaient, ils vivaient en se préparant au pire sans tomber dans le pessimisme. C'était un entraînement mental. Non pas pour vivre dans la peur, mais pour ne pas être surpris par la douleur. Marc Aurèle écrivait pour lui-même chaque jour, se rappelant que tout ce qui est externe est incertain, que rien ne lui appartient vraiment, que même le malheur peut être supporté si l'esprit est prêt. Non pas parce qu'il était insensible, mais parce qu'il savait qu'un jour, sans prévenir, tout pouvait changer. Et ce jour-là, son esprit devait être aiguisé. Maintenant, pense à toi. Entraînes-tu ton esprit, ou le laisses-tu rouiller avec des distractions inutiles? Le remplis-tu de pensées critiques, de réflexions, de contrôle émotionnel, ou seulement de plaintes, d'impulsions, de bruit numérique? Parce que ce que tu entraînes aujourd'hui sera ce qui te soutiendra demain, ou ce qui te coulera. La vie ne pardonne pas l'improvisation mentale. Celui qui ne s'entraîne pas tombe. Il réagit sans penser. Il se noie dans des émotions qu'il ne sait pas nommer. Il attaque ce qu'il ne comprend pas. Il fuit ce qu'il ne peut pas contrôler. Mais celui qui aiguise son esprit, celui qui anticipe, observe, réfléchit, devient un roc, même quand tout le reste tremble. Et comment fait-on? Tu n'as pas besoin de rituels compliqués. Il suffit de petits actes conscients tous les jours. Lève-toi tôt et examine tes pensées avant ton téléphone. Fais silence, même si tout autour de toi crie. Observe tes émotions au lieu de courir pour les satisfaire. Lis des choses qui défient ton esprit, pas seulement celles qui confirment tes idées. Prends soin de ton attention comme si c'était une ressource limitée, parce que c'est le cas. Chaque minute que tu investis pour renforcer ton focus, ta perspective, ta tempérance, est une feuille de plus que tu aiguises sur ton épée intérieure. Et tu ne le fais pas parce que le monde est mauvais. Tu le fais parce que tu sais que des moments difficiles viendront. Et quand ils viendront, tu ne veux pas être un de plus qui s'effondre. Tu veux être prêt, mentalement fort, serein, capable de regarder le chaos et de répondre avec sagesse, pas avec peur. Alors n'attends pas que la vie te frappe pour commencer à te préparer. Ne sois pas de ceux qui courent quand ils sont déjà au milieu du feu. Sois de ceux qui anticipent, de ceux qui entraînent leur esprit chaque jour avec sérieux, avec intention. Parce que quand la tempête arrivera, et elle arrivera, ton épée mentale ne rouillera pas. Elle sera prête, et toi aussi. 8. Choisis de t'entourer de paix, pas de tempête. Peu importe combien tu entraînes ton esprit, si tu continues à être entouré de personnes qui ne savent que t'entraîner vers le chaos. Tu peux lire 1000 livres, méditer chaque matin, pratiquer le stoïcisme. Mais si tu vis entouré de conflits, de cris, de critiques déguisées en conseils, de drames inutiles et d'environnements qui drainent ton énergie, tôt ou tard, ta tranquillité se brise. Non pas par manque de force, mais par excès d'exposition. Parce que la paix se protège aussi en choisissant bien qui tu laisses entrer dans ton monde. Il y a des gens qui ne cherchent pas de solution, seulement de la compagnie pour leur tempête. Qui ne veulent pas grandir, seulement justifier pourquoi ils restent les mêmes. Qui ne t'écoutent pas, ils attendent seulement leur tour pour parler d'eux-mêmes. Et toi, par loyauté mal comprise, par culpabilité, par peur d'être seul, tu restes là. Tu dis que tu peux tout supporter, que rien ne t'affecte plus. Mais la vérité est que chaque fois, tu ressens plus de bruit à l'intérieur, plus de fatigue, plus d'épuisement invisible. Parce que vivre dans un environnement toxique, non seulement t'épuise, mais te transforme. Et si tu n'es pas vigilant, tu finis par ressembler à ce que tu as dit un jour que tu ne tolérerais jamais. Le stoïcisme ne t'apprend pas seulement à renforcer ton intérieur, il t'apprend aussi à prendre soin de ton environnement. Sénèque le disait, « Évite ceux qui se plaignent constamment, car leur maladie est contagieuse. » Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la sagesse.
Parce que lorsque tu t'entoures de calme, ton esprit respire, ton corps se détend, ton intuition s'éveille. Et de cet endroit, tu peux penser mieux, décider mieux, vivre mieux. Pose-toi une question inconfortable. Qui sont ces personnes qui te privent de paix? Qui te remplit de tension par sa simple présence? Avec qui parles-tu et ensuite tu te sens vidé? Ces réponses ne doivent pas être ignorées. Elles doivent être affrontées. Parce que rester entouré de tempêtes est une forme silencieuse de sabotage. Et tu n'es pas venu dans cette vie pour être un paratonnerre émotionnel pour personne. Maintenant, pose-toi une autre question plus puissante. Qui te donne la paix? Qui t'écoute sans juger? Qui t'inspire à penser mieux, à être meilleur, sans te presser, ni te manipuler? Ce sont les personnes qui méritent une place dans ta vie. Parce que tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à ton énergie. Et dire « plus jamais » n'est pas trahir quelqu'un, c'est te respecter. Beaucoup de gens ont peur d'être seuls s'ils posent des limites. Mais être seul en paix est 1000 fois mieux que d'être accompagné en tension constante. Parce que dans la solitude, tu te trouves. Dans le bruit des autres, tu te perds. Et si tu perds ton centre pour maintenir des connexions qui te nuisent, à quoi sert tout ce que tu apprends? L'esprit fort ne s'entraîne pas seulement de l'intérieur, il se protège aussi de l'extérieur. Choisis les environnements qui te nourrissent, les personnes qui ajoutent, qui ne sont pas en compétition, qui ne t'envient pas en silence, ni ne te critiquent avec un sourire. Entoure-toi de paix, non pas par faiblesse, mais parce que tu sais que ton énergie est limitée et précieuse. Tu n'es pas là pour résoudre la vie de quelqu'un qui ne veut pas résoudre la sienne. Tu n'es pas là pour porter les tempêtes des autres comme si c'était ton destin. Il ne s'agit pas de couper avec tout le monde. Il s'agit d'observer avec clarté et de décider avec fermeté. Certaines relations se transforment lorsque tu poses des limites. D'autres disparaissent. Les deux sont des bénédictions, parce que le véritable respect commence lorsque tu choisis où et avec qui il vaut la peine de construire. Tout le reste, qu'il reste dehors. Rappelle-toi ceci, ta paix n'est pas un luxe, c'est ta responsabilité. La protéger est un acte d'amour-propre. T'entourer de calme n'est pas fuir le monde, c'est créer l'espace d'où tu pourras mieux l'affronter. Alors choisis, parce que si tu ne décides pas qui entre dans ta vie, le chaos décidera pour toi. Et tu n'es plus là pour vivre dans la tempête. Tu es là pour vivre avec un but, avec clarté, avec paix, Arrête de blâmer le monde pour le désordre que tu portes en toi. Ce ne sont pas les gens, ni le travail, ni la malchance qui te privent de la paix. C'est le chaos interne que tu as laissé grandir en silence. Tant que tu ne mettras pas de l'ordre dans ton esprit, tu continueras à réagir au moindre commentaire, à t'épuiser pour l'approbation des autres et à chercher des solutions externes à des problèmes qui ne peuvent être résolus que de l'intérieur. La plupart des gens vivent en pilote automatique, accumulant des ressentiments et des justifications, sans se rendre compte que le véritable ennemi n'est pas à l'extérieur, mais dans les habitudes qui nourrissent leur confusion et leur faiblesse. Le stoïcisme n'est pas un ornement philosophique, ni un ensemble de belles phrases à lire sur les réseaux sociaux. C'est une méthode implacable pour te regarder sans excuse et récupérer le contrôle que tu as donné à tes émotions, à tes impulsions et aux attentes des autres. Je te préviens, mettre de l'ordre en toi n'est pas agréable, c'est inconfortable, et cela demande du courage. C'est comme arracher les racines pourries d'un arbre. Cela fait mal, mais si tu ne le fais pas, il continuera à t'affaiblir de l'intérieur jusqu'à ce que tu t'effondres. Ces 10 leçons ne sont pas des conseils doux, ni des mots pour te calmer. Ce sont des outils pour que tu arrêtes une fois pour toutes cette inertie qui te retient. Tu devras te taire lorsque ton ego voudra crier, apprendre à dire non lorsque ta faiblesse te poussera à céder, et arrêter d'attendre que les autres valident qui tu es. Le véritable changement commence lorsque tu te regardes dans le miroir et acceptes que personne ne viendra te sauver, que tout ce que tu as permis restera là jusqu'à ce que tu décides de l'affronter. Celui qui parvient à maîtriser son esprit n'a plus besoin de contrôler personne d'autre. Celui qui sait respirer avant de réagir et lâcher ce qui ne le définit pas cesse d'être l'esclave de son environnement.
Ce chemin n'est pas fait pour ceux qui cherchent le confort, mais pour ceux qui veulent la force et la clarté. Si tu es prêt à l'écouter et à le pratiquer, tu découvriras que le véritable pouvoir n'a jamais été de changer le monde, mais de changer la façon dont tu l'affrontes. 1. Mets de l'ordre en toi pour maîtriser l'extérieur, mettre de l'ordre en soi. C'est comme entrer dans un atelier où les outils sont éparpillés sur le sol, rouillés les uns sur les autres, impossibles à utiliser quand on en a vraiment besoin. Celui qui vit avec l'esprit en désordre marche avec le même chaos. Pensées dispersées, émotions qui s'enflamment sans contrôle et une énergie qui se gaspille en ce qui n'apporte rien. Le désordre interne devient une prison invisible qui conditionne chaque mouvement. Tu essaies de construire quelque chose à l'extérieur, mais les fondations tremblent parce qu'il n'y a pas de solidité à l'intérieur. Et ainsi, le monde extérieur finit par refléter la confusion interne que tu portes avec toi. La première étape pour maîtriser l'extérieur est de prendre la responsabilité de nettoyer l'espace mental et émotionnel. Cela signifie apprendre à distinguer les pensées utiles de celles qui sont des déchets qui ne font que répéter de vieilles histoires. Tu ne peux pas aspirer à la clarté si chaque jour tu portes des culpabilités passées ou des peurs qui n'appartiennent pas au présent. Le stoïcisme enseigne que l'esprit doit être un lieu d'ordre, un refuge en lequel tu peux avoir confiance. Marc Aurèle a écrit que notre vie est ce que nos pensées en font. Ce n'est pas une idée romantique, c'est un avertissement. Si ton esprit est saturé de bruit, ta vie le sera aussi. Mettre de l'ordre en toi nécessite de la discipline. Il ne suffit pas de désirer la tranquillité. Tu dois entraîner ton esprit, comme on entraîne un corps. Chaque fois qu'une pensée t'entraîne vers le drame, demande-toi si cela dépend de toi de la résoudre ou si c'est juste une autre distraction déguisée en urgence. Cette simple pratique commence déjà à balayer la poussière accumulée en toi. Ce n'est pas un processus rapide ni confortable, mais c'est le seul chemin vers la vraie force. La clarté n'arrive pas par hasard. Elle se construit avec de petits actes d'autocontrôle, avec le courage de regarder en face ce que tu as évité pendant des années. Maîtriser l'extérieur ne signifie pas contrôler les autres, mais influencer la façon dont tu fais face aux circonstances. Si ton intérieur est un champ de bataille, chaque provocation extérieure t'entraînera. Si ton intérieur est en ordre, rien ne pourra te secouer au-delà de ce que tu décides. L'ordre interne transforme les problèmes en défis gérables, les critiques en opinions étrangères et l'échec en leçons qui renforcent. Mais si tu ne nettoies pas ton esprit, chaque obstacle sera un mur insurmontable. Chaque parole étrangère se sentira comme une blessure, et chaque difficulté se transformera en excuse pour abandonner. Commence par le simple. Consacre un temps quotidien au silence, non pas comme une évasion, mais comme un espace d'observation. Note tes pensées, classe-les. Reconnais celles qui renforcent ton but et celles qui le sabotent. Examine les émotions qui surgissent le plus souvent et ce qui les déclenche. Tout comme un guerrier nettoie son épée avant la bataille, nettoie ton esprit avant de sortir dans le monde. L'ordre n'est pas atteint en une seule fois. C'est un exercice constant de révision, d'ajustement et de recentrage. Le chaos externe ne cessera jamais d'exister, mais si tu as de la fermeté en toi, le bruit de l'extérieur perd de sa force. Le véritable pouvoir n'est pas d'éviter le désordre du monde, mais de ne pas permettre à ce désordre de pénétrer en toi. Quand tu maîtrises ton esprit, tu maîtrises ta vie. Et quand ton intérieur devient un terrain solide, l'extérieur cesse d'avoir la capacité de te briser. C'est la première leçon. Mets de l'ordre en toi et le reste de ta vie commencera à s'aligner avec clarté et force. 2. Lâche les mots qui ne te définissent pas. Les mots sont comme des graines que tu lances sur le terrain de ton esprit. Certaines fleurissent et te renforcent, d'autres empoisonnent le sol et ne laissent rien de bon pousser. Beaucoup de ces mots ne sont pas les tiens. Ils t'ont été laissés par des personnes qui t'ont jugé, des étiquettes que tu as acceptées en silence, des insultes auxquelles tu as fini par croire. Tu portes depuis des années des phrases qui n'auraient jamais dû devenir ton identité. Chaque fois que tu te répètes que tu n'es pas assez, que tu ne peux pas ou que tu échoues toujours,
tu arroses une mauvaise herbe qui étouffe ce que tu pourrais vraiment devenir. Le stoïcisme enseigne que nous ne devons pas nous accrocher à ce qui ne dépend pas de nous. Et l'une des choses qui nous appartient le moins est l'opinion des autres. Cependant, nous donnons souvent plus de poids à ces mots qu'à notre propre voix. Ce que d'autres ont dit de toi quand tu étais enfant, un commentaire lancé à un mauvais moment, une critique déguisée en conseil, tout cela reste flottant dans l'esprit comme si c'était la vérité. Il est temps de commencer à le lâcher. Tu ne peux pas avancer tant que tu continues à traîner les échos de ce que quelqu'un d'autre a décidé de dire sur toi. Lâche les mots qui te maintiennent enchaîné au passé. Tu n'es pas l'erreur que tu as commise, ni la faiblesse que tu as eue. Tu n'es pas non plus l'éloge vide que l'on t'a fait pour te manipuler. Chaque étiquette acceptée sans questionnement est un fardeau qui vole de l'espace mental. Demande-toi d'où vient chaque affirmation que tu répètes sur toi et décide si elle mérite une place dans ton présent. Cet acte n'est pas seulement psychologique, c'est un exercice de pouvoir. Tu récupères le droit de te définir toi-même. Pour le pratiquer, prête attention à ton dialogue interne. Chaque fois que tu remarques une phrase négative se répétant dans ta tête, arrête-toi et questionne-la. Est-ce un fait ou juste une interprétation? Te renforce-t-elle ou t'affaiblit-elle? Si elle n'ajoute rien à ta croissance, ne la prononce même pas pour toi. Changer la façon dont tu te parles à toi-même est l'une des habitudes les plus stoïciennes que tu peux adopter. Marc Aurèle avertissait que l'âme se teint de la couleur des pensées. Si tes pensées sont faites de mots nuisibles, n'espère pas trouver la paix, ni la clarté. Cela ne signifie pas ignorer la réalité, ni inventer un faux optimisme. Cela signifie remplacer les phrases qui sabotent ton caractère par des rappels qui te maintiennent ferme. Ne dis pas « je ne peux pas faire face à cela », dis « je suis encore en train d'apprendre à y faire face ». Ne dis pas « j'échoue toujours », dis « chaque tentative me forme pour m'améliorer ». Les mots que tu choisis ne changent pas les faits, mais ils déterminent la façon dont tu les affrontes. Il est également nécessaire de fixer des limites au langage que les autres utilisent avec toi. Si quelqu'un insiste pour te rabaisser avec ces mots, tu n'as pas à l'accepter ni à rester silencieux. Le stoïcisme ne propose pas de supporter les humiliations. Il propose d'agir avec dignité et maîtrise de soi. Protéger ton esprit signifie aussi fermer la porte à ceux qui tentent de le remplir de poison. Rappelle-toi que chaque mot peut être une ancre qui t'attache à la douleur ou un échelon qui t'élève vers la force. Lâche ceux qui ne te définissent pas, même s'ils t'accompagnent depuis des années. Ce que tu es aujourd'hui est construit avec les phrases que tu décides de croire et de répéter. Un langage propre crée une pensée claire, et une pensée claire forge une vie plus solide. La paix intérieure commence par cesser de nourrir l'esprit avec des voix étrangères qui n'auraient jamais dû avoir de pouvoir sur toi. 3. Le silence conscient est ta meilleure défense. Le silence est comme un mur construit en pierre solide. Il ne fait pas de bruit, mais il arrête la tempête qui tente d'entrer. Toutes les attaques ne viennent pas avec des cris. Beaucoup arrivent sous forme de provocations subtiles, des mots qui cherchent à allumer ta colère ou à te distraire de ce qui est important. Si tu réponds à chaque flèche verbale qui est lancée vers toi, tu finis épuisé, épuisant ton énergie dans des batailles qui ne valent pas la peine. Le silence conscient n'est pas de la lâcheté, c'est une stratégie. C'est le bouclier qui te protège de ce qui ne mérite pas une réponse et te rappelle que tu n'as pas à participer à tous les conflits auxquels on t'invite. Celui qui ne maîtrise pas le silence vit à la merci de ses impulsions. Un regard offensant, une critique injuste, une blague mal intentionnée suffisent pour l'allumer. Mais quand tu apprends à rester silencieux avec intention, quelque chose change. Le pouvoir se déplace vers toi, pas vers le provocateur. Il ne s'agit pas de se taire par peur ou de permettre l'abus, mais de choisir quand parler et quand le silence est plus fort que 1000 mots. Le stoïcisme enseigne que l'autocontrôle est un signe de sagesse, et il n'y a pas de plus grande démonstration de contrôle que de résister à la tentation de réagir à l'insignifiant. Le silence conscient est aussi un espace d'observation. Alors que d'autres se précipitent pour répondre, tu écoutes, analyses, perçois ce qui se cache derrière les mots.
Celui qui garde le silence voit plus clairement les véritables intentions des autres, car il n'est pas occupé à se défendre ou à contre-attaquer. Souvent, le silence révèle ce que les mots cachent. Peur, insécurité, manipulation. Pratiquer le silence ne signifie pas se déconnecter du monde, ni devenir indifférent. Cela signifie prendre soin de ta paix comme quelque chose de sacré, décider que tu ne donneras pas ton énergie à tout ce qui te provoque. Tu peux commencer par observer tes propres conversations. Demande-toi si ce que tu vas dire construit quelque chose ou ne fait que nourrir l'ego. Si ce n'est pas utile, ne le dis pas. Cette habitude, simple mais exigeante, commence à nettoyer le bruit qui consume ton esprit. Le silence conscient est aussi une façon de freiner l'ego. Nous parlons souvent pour impressionner, pour nous défendre contre les critiques, pour prouver que nous avons raison. Dans cet élan, nous cessons d'écouter et nous réagissons avec des mots que nous regrettons ensuite. En te taisant, tu ne perds pas d'autorité, tu la gagnes. Tu deviens maître de ce que tu dis parce que tu ne parles plus par impulsion, mais par choix. Souviens-toi que tout ne mérite pas une réponse. Parfois, le plus grand acte de force est de ne pas nourrir un conflit qui ne mène nulle part. Le silence, bien utilisé, peut désarmer l'agresseur et montrer clairement que tu n'es pas disponible pour des jeux mentaux. Épictète disait que ce ne sont pas les choses qui nous dérangent, mais le jugement que nous avons d'elles. Le silence te permet d'arrêter ce jugement et de ne pas réagir à partir de l'émotion, mais de la raison. Fais du silence une habitude quotidienne. Consacre des moments à être seul, sans distraction, à écouter ce qui se passe en toi. Cet exercice renforce ton esprit, car tu apprends à tolérer le vide sans chercher à le remplir avec des mots inutiles. Avec le temps, tu remarqueras que les provocations perdent de leur pouvoir, que les insultes rebondissent sans te blesser, que tu n'as pas besoin de te justifier dans chaque situation. Le silence conscient n'est pas l'absence de voix, c'est la présence de contrôle. Il t'apprend que le véritable contrôle n'est pas de crier plus fort, mais de ne pas laisser le bruit extérieur déterminer ta paix. Quand tu comprends cela, tu découvres que le silence ne défend pas seulement ta tranquillité, il projette aussi une force que personne ne peut briser. 4. Respire avant de réagir et surmonte l'impulsion. L'esprit humain est comme un lac tranquille à l'aube. Si tu lances une pierre, l'eau se trouble et les vagues se propagent sans contrôle. C'est ainsi que fonctionnent nos émotions. Il suffit d'un commentaire blessant, d'un regard provocateur ou d'une mauvaise journée pour que le lac intérieur perde son calme et réponde par des vagues de colère ou d'anxiété. Cependant, la pierre n'a pas de pouvoir en elle-même. Ce qui provoque le chaos, c'est la réaction excessive à sa chute. Apprendre à respirer avant de réagir, c'est comme décider de ne pas laisser chaque pierre briser la tranquillité de ton eau intérieure. L'impulsion est rapide et traître. C'est cette étincelle qui allume une dispute inutile, qui te fait écrire un message que tu regrettes ensuite, qui te pousse à prendre des décisions sans penser aux conséquences. La plupart des gens pensent qu'ils ne peuvent pas la contrôler parce qu'ils confondent rapidité avec inévitabilité. Le stoïcisme enseigne qu'entre le stimulus et la réaction, il y a toujours un espace, et cet espace peut être entraîné. C'est là qu'intervient la respiration consciente, une pause délibérée qui freine l'élan de l'impulsion et laisse place au jugement clair. Respirer avant de réagir n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Elle te donne quelques précieuses secondes pour te demander si ce que tu vas dire ou faire te rapproche de ton but ou ne fait qu'alimenter la colère du moment. Dans ces moments de pause, tu reprends le contrôle de ton esprit et empêches l'émotion de prendre des décisions pour toi. Rarement la réaction immédiate est la plus sage. Les décisions impulsives laissent souvent des cicatrices. Pour transformer cette pratique en habitude, commence par le quotidien. Quand quelque chose te dérange, avant de répondre, inspire profondément en comptant jusqu'à 4, retiens ton souffle un instant, puis expire lentement. Cela peut sembler insignifiant, mais ce bref acte interrompt le cycle automatique de réaction et calme suffisamment le corps pour que l'esprit retrouve sa clarté. Avec le temps, tu remarqueras que l'impulsion perd de sa force parce que ton cerveau apprend à chercher la pause avant la réponse. Il est également important de reconnaître les schémas qui te font réagir facilement.
Peut-être que certaines paroles te blessent parce qu'elles touchent de vieilles blessures, ou que certaines attitudes réveillent des ressentiments que tu croyais oublier. Identifier ces déclencheurs n'est pas un signe de faiblesse, c'est de l'autoconnaissance. En sachant ce qui te provoque, tu peux l'anticiper et te préparer à répondre calmement au lieu de tomber dans le piège de l'impulsion. Le stoïcisme ne propose pas de réprimer les émotions jusqu'à devenir de pierre, il propose de les gérer intelligemment. Un stoïcien ressent la colère, mais ne laisse pas cette colère décider pour lui. Il respire, observe, puis agit avec intention. La différence entre réagir et répondre est l'espace que tu construis avec cette respiration consciente. C'est là que se trouve le véritable autocontrôle. Maîtriser l'impulsion est une forme de liberté. Tant que tu seras esclave de tes réactions, n'importe qui pourra te contrôler en appuyant simplement sur le bon bouton. Mais si tu apprends à t'arrêter et à respirer, tu récupères le pouvoir que tu avais cédé. Personne ne peut manipuler celui qui décide comment répondre. Respire avant de réagir, non seulement pour éviter des conflits inutiles, mais aussi pour préserver ta dignité et ta paix. Ne laisse pas une étincelle ruiner tout ce que tu as construit avec effort. Chaque respiration est un rappel que tu as le pouvoir de choisir ta réponse et par conséquent ton destin. Avec le temps, cette simple pause devient une forteresse intérieure capable de maintenir le calme même au milieu de la tempête. 5. Apprends à dire non et protège ton espace. Un jardin sans clôture devient le territoire de n'importe qui. Les fleurs perdent de leur force. La racine s'épuise et les mauvaises herbes s'emparent du sol. C'est ainsi qu'apparaît une vie sans limite. Quiconque veut prendre ton temps, ton énergie et ton attention, pendant que tu souris par habitude et acceptes des tâches, des faveurs et des conversations qui t'éloignent de ce qui compte vraiment. Dire non n'est pas une dureté vide, c'est un soin conscient. Celui qui ne protège pas son territoire intérieur finit par cultiver des attentes étrangères et des ressentiments propres. Le stoïcisme te rappelle que ton attention est la ressource la plus précieuse. Si tu la donnes sans discernement, tu perdras en clarté, en but et en paix. Protéger ton espace est une déclaration de respect envers toi-même, pas une attaque contre les autres. La peur de dire non naît du besoin d'approbation. Tu penses que si tu refuses, on te verra comme froid, égoïste ou ingrat, et tu oublies quelque chose d'élémentaire. Plaire à tout le monde te laisse vide. Celui qui se sent offensé par une limite honnête ne cherchait pas une relation, il cherchait un avantage. La fermeté n'a pas besoin de cris ni d'excuses. Une phrase brève et claire suffit. Ce n'est pas possible pour moi. Je ne peux pas l'assumer. Ce n'est pas une priorité maintenant. Tu n'as pas l'obligation de justifier ton agenda, ni de prendre soin de l'ego de celui qui cherche à t'imposer le sien. Choisis les batailles, choisis les engagements. Choisis où être présent, car chaque oui dilue ta force ou la concentre. Commence par identifier dans quelle situation tu cèdes par inertie. Travail qui ne te concerne pas, faveur qui interrompt ta journée, message qui te pousse à discuter de sujets que tu as déjà décidé de fermer. Invitation à des environnements qui te drainent. Avant d'accepter, respire et demande-toi si l'engagement est en accord avec tes valeurs, s'il contribue à tes objectifs ou s'il évite simplement d'être gênant. Si la réponse est non, alors le mot correct est également non. Repousser la limite par peur transforme un petit malaise en une chaîne. Sois direct et aimable. Maintiens un contact visuel. Utilise un ton ferme et termine la conversation sans ouvrir la porte à la négociation. S'ils insistent à nouveau, répète ton refus sans changer l'explication. Protéger ton espace implique aussi des règles pour toi-même. Éteins les notifications pendant les heures de concentration, réserve des blocs de silence, priorise le repos, limite l'exposition à des conversations vides et à des contenus qui ne font qu'alimenter l'anxiété ou le voyeurisme. Tu n'es pas un fonctionnaire disponible 24 heures sur 24, ni une poubelle émotionnelle. Tu es responsable de la gestion de tes ressources internes. Un stoïcien ne se cache pas du monde. Il participe avec discernement. Prends soin de ce qui entre par tes yeux et tes oreilles, car tout cela devient pensée, puis décision. Il y aura ceux qui essaieront de te blâmer. Tu as changé, tu es distant, je te trouve bizarre.
Réponse simple, j'ai choisi de prioriser ce qui me fait du bien. Tu n'as pas besoin de longs discours. La pratique constante te donnera un nouveau respect, d'abord pour toi-même puis pour les autres. Les personnes qui apprécient ta présence ne t'aiment pas parce que tu es toujours disponible, mais pour la qualité de ce que tu offres quand tu décides d'être là. Et tu ne peux offrir de la qualité que si ta vie n'est pas envahie par des engagements inutiles. Dire non ne te rend pas moins humain, cela te rend ta dignité. Une limite claire est un oui à ta santé mentale, à ton énergie et à tes objectifs. Si aujourd'hui c'est difficile pour toi, commence petit, refuse ce dont tu sais que tu n'as pas besoin, repousse ce qui te gêne, réduis ce qui te disperse. Observe comment tu récupères des heures de la volonté et de la concentration. Avec le temps, tu remarqueras un changement profond. Moins de friction, moins de drame, plus de clarté. Celui qui gouverne son agenda gouverne sa vie. N'oublie pas, ton espace ne se négocie pas, il se respecte. Définis-le, protège-le et répète-le sans culpabilité, jusqu'à ce que cela devienne naturel toujours. 6. Cultive des pensées qui renforcent votre esprit. L'esprit est comme un champ fertile qui ne cesse jamais de produire. Si vous semez des mauvaises herbes pousseront. Si vous semez des arbres solides, vous aurez des racines qui résistent aux tempêtes. Chaque pensée que vous laissez prendre racine devient la graine de vos émotions, de vos décisions et de la vie que vous finissez par construire. Il n'y a pas de neutralité. Ce que vous ne cultivez pas intentionnellement, la vie le remplira avec ce qu'elle trouve, et ce sera généralement des doutes, des peurs et des jugements hérités des autres. La véritable maîtrise du caractère commence par le type d'idées que vous nourrissez jour après jour. Beaucoup pensent qu'ils n'ont pas le contrôle de leurs pensées, mais le stoïcisme enseigne que bien que vous ne puissiez pas empêcher une pensée d'apparaître, vous pouvez décider si elle reste ou si elle part. Épictète disait que ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais l'opinion que nous avons d'elles. C'est cette opinion que vous devez apprendre à soigner et à diriger, car ce que vous tolérez dans votre esprit finit par influencer tout le reste. Commencez par observer quel type de pensée vous visitez le plus souvent. Si vous découvrez que la plupart sont des plaintes, des autocritiques ou des comparaisons, ne soyez pas surpris si votre humeur se sent faible et épuisée. L'esprit devient ce qu'il répète le plus. Pour briser ce cycle, vous devez pratiquer un type de discipline silencieuse. Chaque fois qu'une pensée qui sabote votre calme apparaît, ne la nourrissez pas. Ne la répétez pas dans votre tête et ne l'utilisez pas comme guide. Laissez-la passer, comme quelqu'un qui observe un nuage qui s'éloigne. Cultiver des pensées fortes ne se fait pas seulement avec des phrases positives, mais avec des vérités qui vous soutiennent dans les moments difficiles. Par exemple, au lieu de penser « je ne peux pas faire face à cela », remplacez-le par « je ne l'ai pas encore résolu, mais je continue à apprendre à le gérer ». Changer la narration interne n'est pas nier la réalité, c'est choisir une façon de l'interpréter qui vous maintient debout. Le langage que vous utilisez avec vous-même détermine si votre esprit sera un refuge ou un champ de bataille. Une pratique efficace consiste à consacrer quelques minutes au début et à la fin de chaque journée pour réfléchir à ce que vous avez appris et à ce que vous pouvez améliorer. Cette habitude, recommandée par les stoïciens, aide à nettoyer le bruit mental et à semer des intentions claires pour le lendemain. Il est également utile de limiter le temps que vous passez exposé à des messages qui alimentent l'anxiété ou la colère. Ne sous-estimez pas l'impact que peuvent avoir les nouvelles constantes, les conflits sur les réseaux sociaux ou les conversations toxiques. Tout ce que vous entendez et lisez sont des graines qui peuvent rester dans votre esprit sans que vous vous en rendiez compte. Entourez-vous de lectures, de conversations et d'environnements qui nourrissent votre force plutôt que de la drainer. Il ne s'agit pas de vivre dans une bulle, mais de choisir avec soin ce que vous permettez de planter en vous. Un terrain bien entretenu donne de meilleurs fruits, et votre esprit a besoin du même niveau d'attention. Avec le temps, vous découvrirez que cultiver des pensées fermes vous donne un type de paix qui ne dépend pas du fait que le monde soit en votre faveur. Lorsque l'esprit est rempli d'idées claires, de principes solides et d'autocontrôle,
Les difficultés externes perdent une partie de leur poids. Le chaos peut rugir à l'extérieur, mais votre intérieur restera stable, comme un arbre qui ne se plie pas à chaque vent. Cette leçon est simple à comprendre, mais difficile à appliquer, car elle exige de la constance. Il ne suffit pas de décider de penser différemment un jour. Vous devez le pratiquer tous les jours, jusqu'à ce que cela devienne votre façon naturelle de voir le monde. Ce n'est qu'alors que votre esprit deviendra le terrain fertile où germe la clarté, la sérénité et la véritable force. 7. Ferme la porte à ceux qui drainent ta paix. Une maison sans portes ouvertes à tout le monde devient rapidement un refuge pour les intrus qui ne respectent rien. C'est ainsi que fonctionne ta vie lorsque tu ne fixes pas une limite claire. Tu laisses entrer des opinions, des exigences et des présences qui consomment ton énergie sans te donner rien en retour. Chaque personne que tu acceptes sans critère est comme quelqu'un qui arrive les mains vides mais emporte une partie de ton calme. Tu ne peux pas aspirer à la sérénité tant que ton environnement est un défilé de conflits étrangers, de critiques déguisées en conseils et de drames qui ne te concernent pas. Prendre soin de ta paix ne signifie pas devenir froid ou solitaire. Cela signifie choisir avec qui tu partages ce que tu as de plus précieux, ton temps et ton espace émotionnel. Le stoïcisme enseigne que le sage se protège des passions inutiles et évite ce qui perturbe son esprit. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'auto-soin. Celui qui ne fixe pas de limites devient une cible facile pour les manipulateurs, les victimes perpétuelles et les personnes qui ne savent que consommer de l'attention. Commence par reconnaître les signes de ceux qui drainent ta paix. Ils se plaignent de tout, mais n'agissent jamais pour s'améliorer. Ils te cherchent seulement quand ils ont besoin de quelque chose, minimisent tes réussites, ridiculisent tes objectifs ou insistent pour raviver les problèmes passés. Tu n'as pas besoin de confrontations dramatiques. Il suffit d'observer leur modèle pour comprendre que ta tranquillité ne peut pas dépendre d'eux. Établir des limites nécessite une fermeté silencieuse. Il ne s'agit pas de crier ou de justifier chaque décision. Un simple « je ne peux pas maintenant » ou « je préfère ne pas en parler » suffit. Ton objectif n'est pas de les convaincre de changer, mais de leur faire comprendre que ton espace n'est pas disponible pour leur négativité. La plupart des gens respecteront cette ligne. Ceux qui sont offensés de la voir ne cherchaient pas ta compagnie. Ils cherchaient un endroit où décharger leur chaos. Tu dois également prendre soin des limites invisibles, celles qui sont franchies avec des conversations, des messages ou des réseaux sociaux. N'ouvre pas la porte à des discussions interminables avec ceux qui veulent seulement te provoquer. Apprends à te retirer sans donner d'explication. Le silence et la distance sont des réponses légitimes lorsque quelqu'un insiste pour t'entraîner dans sa tempête. Entoure-toi de personnes qui respectent ton énergie et qui ajoutent de la sérénité au lieu de la soustraire. Cela ne signifie pas qu'elles doivent penser comme toi ou qu'elles doivent toujours être d'accord, mais que leur présence ne soit pas un poids. Cherche des relations où tu peux être toi-même sans craindre de jugement constant ou de chantage émotionnel. L'environnement que tu choisis est le miroir de la façon dont tu te valorises. Si tu permets à n'importe qui d'entrer dans ta vie sans filtre, ne sois pas surpris si tu finis épuisé et confus. Fermer la porte à ceux qui drainent ta paix n'est pas un acte de mépris, c'est un acte de respect envers toi-même et envers ceux qui méritent vraiment une place dans ta vie. Avec le temps, tu découvriras que ton esprit devient plus léger, ton humeur plus stable et ton focus plus clair. La paix ne se trouve pas en fuyant dans le désert ou en s'éloignant du monde. Elle se construit en apprenant à protéger l'espace qui soutient ton bien-être émotionnel. Celui qui prend soin de son environnement prend soin de sa force intérieure. Et c'est ce qui distingue quelqu'un qui contrôle de celui qui vit à la merci des autres. 8. Vis le présent sans pilote automatique. Le sablier laisse tomber les grains un à un, et chaque grain qui tombe est un instant qui ne revient pas. Pourtant, beaucoup de personnes vivent comme si le sablier ne se vidait pas, coincés entre les souvenirs du passé et les plans pour un futur qui n'existe pas encore. Ainsi passent les jours, sans se rendre compte que le seul temps réel qu'ils ont est celui qui tombe maintenant.
Vivre en pilote automatique, c'est laisser les grains s'échapper sans les remarquer. C'est marcher sans sentir le sol, respirer sans percevoir l'air, répondre à tout sans te demander pourquoi. Le pilote automatique n'apparaît pas du jour au lendemain. Il s'installe lentement lorsque tu répètes des routines sans les remettre en question, lorsque tu t'habitues à réagir aux problèmes au lieu de réfléchir à leur sujet, lorsque le bruit de la vie quotidienne devient plus fort que ta propre voix intérieure. Le résultat est une sensation constante de vide, comme si tout passait trop vite et qu'à la fin de la journée, tu n'étais pas sûr de savoir où tu as dépensé ton énergie. Le stoïcisme enseigne que la véritable sagesse consiste à vivre le moment présent avec une attention totale. Marc Aurèle a écrit que seul le présent nous appartient, parce que le passé n'est plus et que le futur n'est pas encore arrivé. Ignorer cette vérité, c'est renoncer au seul terrain où tu peux agir et changer quelque chose. Vivre le présent ne signifie pas négliger demain, mais arrêter de remettre la vie à plus tard en attendant que tout se mette en place pour commencer à en profiter. C'est apprendre à te concentrer sur ce que tu as devant toi. Une conversation, une tâche, un repas, une respiration. Quand ton esprit est coincé dans ce qui s'est passé ou anxieux de ce qui va venir, tu perds l'opportunité d'influencer la seule chose que tu peux contrôler, le maintenant. Pour rompre avec le pilote automatique, commence par observer ta journée avec une attention délibérée. Note le goût de la première boisson que tu prends au réveil, la façon dont tu marches vers le travail, la manière dont ta respiration s'accélère ou se calme. Cela peut sembler insignifiant, mais chaque moment conscient entraîne ton esprit à rester présent et réduit la sensation de vivre dans une routine sans sens. Une autre pratique utile est d'établir des pauses tout au long de la journée. Il suffit de t'arrêter quelques secondes pour respirer profondément et observer comment tu te sens. Demande-toi, est-ce que je réagis à la journée ou est-ce que je la dirige? Cette simple question peut te ramener au présent lorsque tu remarques que tu te perds dans les soucis futurs ou dans les discussions mentales sur le passé. Laisser le pilote automatique signifie aussi réduire les distractions inutiles. Les téléphones, les médias sociaux, les conversations triviales et l'excès de nouvelles volent des fragments d'attention jusqu'à te laisser vide. Attribue des moments spécifiques à ces activités et ne les laisse pas envahir les espaces où tu devrais être pleinement présent avec toi-même ou avec les autres. La vie ne se savoure pas à travers de grands accomplissements futurs, mais grâce à la capacité de trouver de la valeur dans le quotidien. Un esprit entraîné à vivre le présent apprend à reconnaître les petits progrès, les silences précieux, les leçons cachées dans ce qui semble commun. Lorsque tu réussis à maintenir ton attention sur le présent, les charges du passé perdent du poids et la peur de l'avenir cesse de dicter tes décisions. Le présent devient un espace de clarté où tu peux agir avec plus de calme et de précision. Chaque instant bien vécu est un pas vers une vie plus consciente et authentique. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, le progrès réel ne naît pas des applaudissements, ni des beaux mots que les autres nous disent. Il se forge en silence lorsque personne ne te regarde, dans ces moments où la plupart abandonnent parce qu'il n'y a pas de reconnaissance immédiate. Nous vivons à une époque où tout le monde semble crier ce qu'il fait, montrer des progrès, promettre de grandes choses qu'il ne réalise jamais. Mais ce bruit ne fait que distraire et épuiser. Si tu veux vraiment avancer, tu dois comprendre que le silence n'est pas passivité, c'est stratégie. Le silence est le terrain où germe la discipline et où se construisent les fondations que les autres ne voient pas. Alors que certains sont désespérés de publier chaque étape, tu dois apprendre à travailler sans témoin, sans demander la permission, sans chercher l'approbation. Ce qui compte vraiment n'a pas besoin d'être exposé à chaque instant. Le progrès qui vaut la peine se construit dans l'ombre, pas sous les projecteurs. Ici, il ne s'agit pas de devenir invisible, mais d'apprendre à protéger ce que tu es en train de créer. Montrer trop tôt ce qui commence à peine à prendre forme est comme déterrer une graine juste pour voir si elle a déjà germé. À la fin, tu la tues. Ton énergie, ton focus et ton temps sont des ressources limitées.
Et le silence est le bouclier qui empêche qu'elle soit épuisée par les opinions et les distractions externes. Sur ce chemin, il n'y a pas de place pour les excuses ni pour les discours de motivation vide. Le progrès n'apparaît pas par magie ni par simple désir. Il apparaît lorsque tu décides de faire ce que tu as dit que tu ferais. Même s'il n'y a pas d'applaudissements, même si ça fait mal, même si personne ne le célèbre. Si tu veux des résultats réels, tu devras accepter que la discipline sera inconfortable et que le silence sera ton meilleur allié pour ne pas perdre le cap. Ceci n'est pas une invitation à te taire par peur ou à vivre caché. C'est une déclaration de guerre contre tout ce qui te distrait et te vole la concentration, le besoin d'impressionner, le désir d'approbation, l'habitude de parler plus que tu n'agis. Aujourd'hui, tu vas apprendre que le silence stratégique n'est pas une faiblesse, c'est une démonstration de force et de maîtrise de soi. Parce que pendant que les autres s'épuisent à essayer de prouver qu'ils avancent, tu seras réellement en train d'avancer. 1. Protège le début de tes projets. La naissance de quelque chose de précieux est toujours fragile. Tout comme une étincelle qui allume le feu a besoin d'être protégée pour ne pas s'éteindre avec le vent, le début de tout projet nécessite du silence et de la protection. Beaucoup d'idées meurent jeunes, non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles sont exposées trop tôt aux yeux et aux opinions des autres. Chaque fois que tu partages quelque chose qui commence à peine à prendre forme, tu ouvres la porte au jugement, aux doutes d'autrui et aux distractions qui peuvent éteindre l'élan qui t'a fait commencer. Imagine un sculpteur qui, avant de terminer son œuvre, montre le bloc de marbre avec les premières coupes maladroites. Il est facile pour les autres de critiquer ce qu'ils ne comprennent pas, de remettre en question sa vision et de le faire douter. Cela t'arrive aussi. Lorsque tu révèles trop tôt ce que tu es en train de construire, tu permets aux voix extérieures d'influencer ta conviction. Un projet, dans ses premières étapes, est comme une graine sous terre. Il a besoin d'obscurité, de temps et de soins silencieux pour grandir fort. Dans ce monde dominé par les réseaux sociaux, où l'immédiateté et les promesses vides sont récompensées, garder le silence sur ce que tu commences est devenu un acte de rébellion. Il ne s'agit pas de te cacher, mais de protéger ton processus. Si tu cherches une validation en montrant tes plans avant de les consolider, tu finis par affaiblir ta discipline. Parler consomme de l'énergie. Expliquer, justifier et défendre des idées qui n'ont pas encore de racines solides te vide et te vole ta concentration. Les stoïciens comprenaient que le véritable progrès se mesure par les actions, pas par les mots. Épictète disait qu'il ne suffit pas de dire qu'on est philosophe, il faut vivre en tant que tel. La même chose s'applique à tout objectif que tu as. Il ne suffit pas d'annoncer que tu vas changer, tu dois le prouver par des actes. Chaque pas que tu fais en silence devient une brique solide que personne ne peut renverser avec son opinion. Protéger le début de tes projets signifie aussi blindar ton esprit des attentes des autres. Lorsque tu commences quelque chose de nouveau, l'excitation peut te pousser à tout raconter, à la recherche de soutien ou de reconnaissance. Mais tu dois te demander, est-ce que je cherche vraiment à avancer ou est-ce que je veux juste impressionner ? Celui qui avance en silence grandit plus fermement, car il se concentre sur le processus, pas sur la réaction des autres. Le silence stratégique n'est pas de la lâcheté, c'est de l'intelligence appliquée. Parfois, les personnes à qui tu partages tes plans peuvent, sans le vouloir, te saboter. Un commentaire critique, une blague mal intentionnée ou même un éloge démesuré peuvent altérer ton focus. Protéger le début, c'est te blinder de ce bruit pour que ce que tu construis grandisse suffisamment pour résister aux tempêtes externes. Tu dois aussi protéger ton temps. Lorsque tout le monde sait que tu commences quelque chose, les distractions déguisées en conseils, invitations et même pression pour accélérer les processus apparaissent. Mais ce qui naît dans la précipitation a tendance à se briser rapidement. La patience en silence te donne l'espace pour faire des erreurs, corriger et avancer sans la pression du regard des autres. Le véritable progrès n'a pas besoin de témoins dans ses premières étapes. Ce dont il a besoin, c'est de constance et de concentration.
Demande-toi si ton envie de partager vient de ton désir de créer ou de ton besoin d'être validé. Chaque fois que tu choisis de garder le silence sur un projet en formation, tu renforces ta discipline et ton engagement envers le résultat, pas envers l'approbation. Lorsqu'il sera temps de le montrer, que ce soit parce qu'il est déjà prêt à se tenir seul et non parce que tu sens que tu dois prouver quelque chose. Le début de tes projets mérite le même respect qu'une forêt nouvellement plantée. Tu la protèges du vent, des curieux et des tempêtes jusqu'à ce que les racines soient fermes. C'est le secret que les impatients ne comprennent pas. Le silence précoce n'est pas un obstacle, c'est l'engrais qui fait que le progrès grandit plus fort et plus durable. 2. Montre seulement les résultats, pas les promesses. Les promesses sont bon marché. Elles sont dépensées facilement et se brisent aussi rapidement qu'elles sont prononcées. Nous vivons entourés de personnes qui parlent de leurs grands projets, qui remplissent l'air de paroles sur ce qu'elles vont accomplir un jour. Et là, elles restent, comme de la fumée qui se dissipe. Celui qui parle trop de ce qu'il va faire finit par épuiser l'énergie qu'il devrait utiliser pour le faire. Tu n'es pas ici pour gonfler des mots. Tu es ici pour construire des résultats qui parlent pour toi. Pense au guerrier qui, avant la bataille, annonce à grands cris qu'il vaincra son ennemi. Toute cette fanfaronnade ne lui donne ni force ni habileté. Elle ne fait que prévenir les autres et expose ses intentions. En revanche, le véritable stratège ne dit rien, attend le moment opportun et laisse le résultat de ses actions devenir la seule déclaration nécessaire. Tu dois faire de même avec tes objectifs. Laisse ton avancement être ce que les autres voient, pas tes discours sur ce que tu vas accomplir. Montrer seulement les résultats est un acte de respect pour toi-même et pour ton temps. Les promesses créent des attentes, et les attentes deviennent des chaînes. Chaque fois que tu annonces quelque chose que tu n'as pas encore fait, tu te mets sous la pression de le réaliser devant les autres, pas devant toi. Et quand tu ne réussis pas immédiatement, cette pression se transforme en honte ou en anxiété. Le silence, en revanche, te permet de travailler sans le poids des regards des autres. Le stoïcisme enseigne que ce qui importe n'est pas l'apparence, mais l'essence. Sénèque avertissait que nous ne devons pas vivre pour impressionner, mais pour nous renforcer en vertu et en discipline. En ne montrant que ce qui est accompli, tu élimines à la racine le besoin de paraître. Tu arrêtes de perdre du temps en explications et tu l'investis dans l'effort réel qui transforme ta vie. De plus, il y a un pouvoir psychologique dans le fait de ne pas annoncer tes plans. Quand tu gardes pour toi ce que tu vas faire, tu concentres l'énergie sur l'action. Parler trop disperse l'attention. Chaque mot que tu prononces sur un projet encore inachevé est comme libérer de l'air d'un ballon que tu as besoin de gonfler pour voler. C'est pourquoi les grandes avancées naissent souvent en silence et apparaissent soudainement, surprenant tout le monde. Montrer des résultats au lieu de promesses renforce également ta crédibilité. Dans un monde plein de bouches qui promettent et de mains vides qui ne tiennent pas, celui qui présente des faits sans annonce préalable se distingue immédiatement. Tes résultats deviennent indiscutables. Il n'y a pas d'argument contre ce qui est déjà fait. C'est une déclaration de caractère. Tu ne parles pas de ce que tu vas faire, tu le fais et tu le prouves. Un autre avantage de taire les promesses est que tu réduis le risque d'interférence externe. Quand tu racontes ce que tu penses accomplir, tu attires inévitablement des opinions, des conseils non sollicités et des critiques qui peuvent semer le doute. En ne donnant pas d'indices, personne ne peut te saboter, même pas avec des mots. Tu agis en silence, tu travailles sans interruption et tu laisses ton succès être un coup inattendu pour ceux qui n'ont jamais cru en toi. Il y a aussi la valeur émotionnelle. Garder le silence sur ce que tu prévois te protège de la déception publique si quelque chose ne se passe pas comme tu l'espérais. Les échecs deviennent des leçons privées, pas des spectacles pour les autres. Ainsi, chaque chute est plus facile à assumer parce qu'il n'y a pas de spectateurs qui attendent de te voir trébucher. Et chaque victoire se sent plus authentique parce qu'elle est le fruit de ton effort, pas une attente imposée par tes paroles. Rappelle-toi ceci, les promesses ne remplissent pas la table, ni ne construisent de l'avenir. Les mots n'ont de poids que lorsqu'ils sont soutenus par l'action. Montre au monde ce qui a déjà pris forme.
ce qui résiste déjà au jugement des faits, et garde pour toi ce qui est encore en cours. À la fin, personne ne se souviendra des discours de ce que tu as dit que tu allais faire, mais tout le monde se souviendra des résultats que tu as obtenus sans prévenir. 3. Élimine ce qui n'est pas essentiel. Le véritable progrès ne se mesure pas par ce que tu accumules, mais par ce que tu es capable de lâcher. Tout comme un voyageur qui prétend traverser un désert ne peut pas porter tout ce qu'il possède, tu ne peux pas non plus avancer dans ta vie en traînant un poids inutile. Ce qui n'est pas essentiel ne te retarde pas seulement, il consomme aussi ton énergie, ta clarté et ta discipline. Et le plus dangereux, c'est que souvent tu ne le remarques même pas, car cet excès se déguise en habitude, confort ou même en succès superficiel. Nous vivons dans un monde qui glorifie l'excès. Plus de choses, plus d'engagement, plus de distraction. On nous apprend à mesurer notre valeur par ce que nous accumulons, alors qu'en réalité, la grandeur réside dans la capacité à réduire, à couper et à ne garder que ce qui compte vraiment. Sénèque l'a dit crûment, ce n'est pas que nous avons peu de temps, c'est que nous en gaspillons beaucoup. Et la majorité de ce gaspillage provient de ce qui n'est pas essentiel dans nos vies. Pense à une forêt dense et enchevêtrée. Parmi tant de broussailles, les arbres les plus forts luttent pour grandir, mais l'excès les limite. Si tu nettoies le terrain, les arbres respirent, grandissent plus haut et se renforcent. Il en va de même pour toi. Lorsque tu retires de ta vie ce qui est superflu, l'essentiel fleurit avec plus de force. Éliminer l'inutile n'est pas une perte. C'est un investissement dans ta clarté et ton pouvoir personnel. Il ne s'agit pas seulement d'objets, bien qu'ils pèsent aussi. Regarde ton environnement. Combien de choses accumules-tu que tu n'utilises pas, qui ne font qu'occuper de l'espace? Chaque objet inutile n'est pas seulement de la poussière dans ta maison, c'est aussi du bruit dans ton esprit. Mais le plus grave se trouve dans l'intangible. Des relations qui n'apportent rien, des engagements qui épuisent ton temps, des pensées répétitives qui t'empêchent d'avancer. C'est là que se cache le véritable fardeau. Éliminer ce qui n'est pas essentiel exige du courage. Car souvent, l'inutile est enveloppé dans l'illusion de la sécurité. Tu maintiens des emplois, des habitudes ou des amitiés qui ne t'apportent plus rien simplement parce qu'il est inconfortable de les lâcher. Mais demande-toi, quel prix paies-tu pour soutenir ce qui n'a plus de sens? La réponse est toujours la même. Tu sacrifies ta liberté, ton énergie et ta possibilité de grandir. Le stoïcisme t'invite à simplifier. Épictète conseillait de distinguer ce qui est sous ton contrôle de ce qui ne l'est pas, et de centrer ta vie uniquement sur le premier. Tout le reste, aussi attrayant soit-il, est sans importance. La discipline d'éliminer l'inutile est au fond un acte d'autocontrôle. Elle t'oblige à reconnaître que tu ne peux pas tout faire, tu ne peux pas être partout, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Tu ne peux que choisir l'essentiel et t'y consacrer avec un engagement total. Fais un inventaire de ta vie. Demande-toi avec une brutalité honnête, est-ce que cela me rapproche de ce que je veux ou m'en éloigne? Si cela ne s'ajoute pas, cela se soustrait. Et si cela se soustrait, élimine-le. L'esprit se clarifie lorsque tu cesses de porter ce dont tu n'as pas besoin. Le temps se multiplie lorsque tu ne le donnes plus à l'inutile. Et la discipline se renforce lorsque tu concentres toute ton énergie sur ce qui compte vraiment. Éliminer ce qui n'est pas essentiel n'est pas un sacrifice, c'est un acte de libération. Car chaque chose inutile que tu lâches fait de la place pour l'important. Celui qui comprend cette leçon vit avec plus de légèreté, plus de concentration et plus de pouvoir sur lui-même. La vie ne consiste pas à avoir plus, mais à être plus. Et on n'est plus que lorsque l'on apprend à vivre avec l'essentiel. 4. Construis une routine solide et personnelle. Le chaos est l'ennemi silencieux du progrès. Là où il n'y a pas d'ordre, le temps s'échappe comme du sable entre les doigts et le potentiel est gaspillé. Celui qui n'établit pas une routine vit à la merci des impulsions, des circonstances et des distractions externes. Si tu veux des résultats réels, tu as besoin de plus que de la motivation. Tu as besoin d'une routine qui te soutienne même les jours où tu n'as pas envie de continuer. Pense à une rivière en crue. L'eau a de la force, mais sans lit,
elle détruit plus qu'elle ne nourrit. Au contraire, lorsque le lit est solide, l'eau coule avec direction et fertilise tout sur son passage. Ta routine est ce lit. Elle n'est pas là pour t'enchaîner, mais pour canaliser ton énergie là où elle doit aller. Sans elle, tu peux avoir du talent, de grandes idées et de la détermination, mais tu perdras de la force au milieu du désordre quotidien. Une routine solide ne signifie pas répéter un modèle rigide qui t'étouffe. Il s'agit de concevoir un système qui fonctionne pour toi, qui protège ton temps et qui transforme les actions clés en habitudes inévitables. Les stoïciens comprenaient que la discipline n'est pas une prison, mais un outil pour la liberté. Marc Aurèle se levait chaque jour avec la même réflexion, se rappeler qu'il était fait pour le travail, pas pour le loisir. C'est ce que fait la routine, te rappeler qui tu es et pourquoi tu es ici, même lorsque ton humeur veut te tromper. Construire une routine personnelle implique une honnêteté brutale. Tu dois reconnaître quelles sont les activités qui te rapprochent vraiment de tes objectifs et lesquelles ne font que remplir l'espace pour que tu te sentes occupé. Beaucoup confondent être occupé avec progresser, mais ce n'est pas la même chose. Une routine efficace élimine le bruit et réserve tes meilleures heures pour ce qui exige ta concentration maximale. La solidité de la routine te protège les jours difficiles. Il y aura des matins où tu ne voudras pas te lever tôt, des moments où les distractions t'appelleront avec force, ou des après-midi où ton esprit cherchera des excuses pour repousser l'important. C'est là que la routine entre en jeu. Elle ne te demande pas si tu veux le faire. Elle te rappelle simplement que c'est ce que tu dois faire. C'est ton ancre au milieu du chaos. Mais il ne suffit pas d'avoir une routine. Elle doit être personnelle. Ce qui fonctionne pour les autres peut ne pas te convenir. Tu dois t'observer, comprendre tes rythmes d'énergie et ajuster tes habitudes à ta propre nature. Un véritable progrès n'est pas atteint en copiant la vie d'un autre, mais en construisant un système adapté à ta réalité, mais assez solide pour ne pas s'effondrer face au moindre imprévu. L'erreur la plus courante est de chercher la motivation au lieu de construire des habitudes. La motivation est volatile. Un jour elle est avec toi, le lendemain elle disparaît. La routine, en revanche, ne dépend pas de ton état émotionnel. C'est ce que tu fais sans négocier avec ton humeur, parce que tu as décidé que cela fait partie de ton identité. Celui qui se discipline dans la routine ne se demande plus s'il en a envie, il agit simplement. Imagine que chaque bloc de ta routine est une brique. Au début, cela semble insignifiant, mais avec le temps, ces briques élèvent des murs solides qui protègent ton progrès. Chaque heure que tu consacres à la bonne habitude est un pas de plus vers la vie que tu désires. Construire une routine solide et personnelle n'est pas une option pour celui qui veut progresser. C'est une condition indispensable. Parce que le succès n'arrive pas par accident ni par des coups de chance. Il arrive comme le résultat de petites actions répétées jour après jour, jusqu'à ce que l'effort accumulé se transforme en résultats inévitables. Celui qui maîtrise sa routine maîtrise son destin. 5. Écrivez vos objectifs et revoyez-les fréquemment. Un esprit sans direction est comme un bateau sans boussole. Il peut avoir un moteur puissant, mais il finira à la dérive, emporté par des courants étrangers. Il en va de même pour ceux qui comptent sur se souvenir de leurs objectifs sans les écrire. Les idées qui ne sont pas mises sur papier deviennent fragiles, se diluent avec le temps et finissent par se perdre parmi de nouvelles distractions. Écrire vos objectifs n'est pas un acte trivial. C'est une déclaration d'intention envers vous-même. Le simple fait de les écrire transforme un désir abstrait en un engagement concret. Quand qu'elles restent dans l'esprit, les objectifs ne sont que des fantasmes. Lorsque vous les écrivez, vous leur donnez forme, poids et direction. C'est comme tracer une carte. Il ne suffit pas d'avoir une idée vague de la destination. Vous devez voir le chemin clairement pour pouvoir le parcourir. Chaque mot que vous mettez sur papier devient une encre qui vous rappelle où vous devez aller, même lorsque les émotions tentent de vous détourner. Les stoïciens valorisaient l'exercice de la réflexion écrite. Marc Aurèle, dans ses méditations, écrivait pour lui-même, pas pour les autres. Il le faisait pour garder l'esprit aligné avec ses principes,
pour revenir à l'essentiel lorsque les préoccupations de l'Empire le poussaient vers le désordre. Écrire ne sert pas seulement à organiser vos objectifs, cela ordonne également votre pensée, vous confronte à vos contradictions et vous oblige à être honnête sur ce que vous cherchez réellement. Lorsque vous écrivez vos objectifs, vous cessez de les fuir. Vous ne pouvez pas prétendre que vous ne les avez pas dit, vous ne pouvez pas les changer chaque jour selon votre humeur. Ils restent là, fermes, comme un rappel silencieux de ce que vous avez promis à votre avenir. Ce malaise est nécessaire, car il vous oblige à rendre des comptes à vous-même. Mais il ne suffit pas de les écrire une seule fois et de les oublier. Un objectif non révisé se flétrit. La révision fréquente maintient la direction vivante et permet d'ajuster le cap si nécessaire. La vie change, vous changez, et vos plans doivent évoluer avec vous. Réviser vos objectifs ne signifie pas en douter, mais vous assurer qu'ils restent alignés avec ce qui compte vraiment aujourd'hui. Faites de cette habitude un rituel. Prenez un moment de la semaine ou du mois pour revoir ce que vous avez écrit. Demandez-vous en toute sincérité, est-ce que j'avance ou est-ce que je m'occupe seulement? Est-ce que je poursuis cela parce que je le veux ou parce que je l'ai voulu une fois et que je n'ai pas osé le lâcher? Cette pratique évite de gaspiller des années sur des chemins qui ont cessé d'avoir un sens. De plus, écrire et revoir vos objectifs renforce votre discipline. Chaque fois que vous les lisez, vous renforcez l'engagement émotionnel envers eux. C'est comme si vous rallumiez le feu intérieur qui vous a poussé à commencer. Dans les jours difficiles, cette liste écrite sera le rappel qui vous maintiendra ferme lorsque la motivation aura disparu. Un objectif clair sur le papier élimine également les excuses. Vous ne pouvez pas vous tromper en disant que vous ne saviez pas ce que vous vouliez accomplir, ni blâmer les autres pour vos déviations. Le papier ne ment pas, et cette transparence brutale est le meilleur moteur pour continuer à avancer. Beaucoup sous-estiment cette habitude parce qu'elle semble trop simple. Mais c'est justement dans la simplicité que réside sa puissance. Vous n'avez pas besoin d'applications sophistiquées ni de systèmes compliqués. Un cahier et un stylo suffisent. L'acte physique d'écrire grave l'intention plus profondément que toute note numérique éphémère. Le progrès n'est pas le fruit du hasard, mais de la clarté. Écrire vos objectifs et les revoir fréquemment est le moyen le plus simple et le plus puissant de maintenir le cap, d'éviter de vous perdre dans le bruit et de progresser avec une direction ferme. Le papier devient votre allié silencieux, un rappel que votre avenir dépend des décisions que vous prenez aujourd'hui et de la constance avec laquelle vous les suivez. 6. Corrige et ajuste en silence. Le progrès n'est pas une ligne droite. C'est un chemin sinueux, semé d'embûches et de détours imprévus. Beaucoup abandonnent parce qu'ils s'attendent à ce que tout soit parfait dès le départ, mais cette attente est puérile. Les véritables avancées appartiennent à ceux qui acceptent les erreurs comme partie intégrante du voyage et apprennent à les corriger avec sérénité. Pourtant, le plus important n'est pas seulement de corriger, mais de le faire en silence, sans transformer chaque ajustement en spectacle public. Pense à un horloger réparant une vieille montre. Il n'a pas besoin d'annoncer chaque vis qu'il tourne, ni d'expliquer chaque engrenage qu'il manipule. Il travaille avec précision, en silence, concentré pour que chaque pièce trouve sa place. Tu devrais aborder ton propre progrès de la même manière, avec calme, sans fanfare, en ajustant là où c'est nécessaire jusqu'à ce que tout fonctionne. Parler des erreurs pendant qu'on les corrige ne les fait pas disparaître. Au contraire, cela leur donne une visibilité inutile et vole de l'énergie à la solution. Le silence dans le processus de correction est une manière de protéger ta concentration. Chaque fois que tu exposes tes échecs ou les changements que tu comptes faire, tu t'ouvres aux opinions, aux jugements ou aux conseils qui, loin d'aider, risquent de te détourner. Le progrès a besoin de concentration, pas de bruit. Ajuster en silence signifie que ta priorité est le résultat, pas ce que les autres pensent du chemin. Les stoïciens enseignaient qu'il ne faut pas se soucier du regard extérieur, mais de notre vertu et de notre discipline. Sénèque insistait sur le fait que le sage ne se justifie pas et ne cherche pas d'excuses. Il agit simplement mieux la fois suivante. Corriger en silence
c'est appliquer cette leçon. Tu ne cherches ni approbation ni compassion, tu cherches l'efficacité. Accepter l'erreur sans dramatiser est un signe de force. Certains, au moindre faux pas, rendent public leurs remords ou leurs frustrations, comme si exposer leurs blessures pouvait la guérir. Mais ce besoin de montrer sa faiblesse ne fait que retarder la guérison. L'erreur ne te définit pas. Ce qui te définit, c'est la manière dont tu y réponds. Et la réponse la plus puissante, c'est l'action silencieuse qui transforme l'échec en apprentissage. Ajuster en silence, c'est aussi faire preuve de flexibilité. Souvent, le plan initial doit être modifié, et il n'y a aucune honte à cela. S'accrocher à un plan par orgueil, c'est se condamner à la stagnation. Celui qui ose corriger fait preuve d'intelligence. Celui qui le fait discrètement montre de la maturité. Quand tu apprends à changer de cap avec naturel et discrétion, tu avances plus vite parce que tu ne perds pas de temps à te justifier. En outre, chaque correction silencieuse renforce ta maîtrise de soi. Travailler à t'améliorer sans dépendre de la validation extérieure t'apprend à faire confiance à ton propre jugement. Tu n'as pas besoin d'applaudissements pour avoir identifié l'erreur, ni pour l'avoir corrigée. Le vrai progrès est une récompense en soi. Il y a aussi un aspect émotionnel. Corriger en silence évite que les critiques ou les attentes des autres n'interfèrent avec ton processus. Les gens ont tendance à juger ce qu'ils ne comprennent pas et donneront souvent leur avis sur des changements qu'ils ne sont pas en mesure de saisir. Si tu gardes l'ajustement comme quelque chose de privé, tu te libères de ce fardeau et travailles à ton propre rythme. Pense aux grands inventeurs, artistes et leaders. Tous ont dû corriger encore et encore avant d'atteindre quelque chose d'admirable. Leur première version était rarement parfaite, mais ils n'ont pas arrêté leur élan pour s'expliquer au monde. Ils ont continué, peaufinant en silence, jusqu'à ce que leur œuvre parle pour eux. La véritable force ne réside pas dans le fait de ne pas échouer, mais dans celui de se relever, de corriger et d'aller de l'avant sans transformer chaque pas en discours. Chaque erreur que tu surmontes en silence devient une brique qui renforce ton caractère. Ainsi, lorsque les autres verront ton progrès final, ils ne sauront pas combien de fois tu as dû ajuster ton parcours. Ils verront seulement la solidité de ce que tu as construit. Voilà le pouvoir du silence. Il transforme tes faux pas en fondations invisibles sur lesquelles s'élève ta grandeur. 7. Protège ton attention comme un trésor. Ton attention est la ressource la plus précieuse que tu possèdes, mais la plupart des gens la donnent aussi facilement qu'ils offrent une salutation. Ce n'est pas le temps que tu perds le plus, mais la concentration. Tu peux avoir 24 heures dans la journée, mais si ton esprit est divisé entre distractions, plaintes et pensées inutiles, le temps devient du sable glissant entre tes doigts. Pense à ton attention comme un faisceau de lumière concentrée. Lorsqu'il est focalisé sur un seul point, il brûle et perce même le métal le plus dur. Mais lorsqu'il est dispersé, il n'a pas la force de chauffer même une feuille. C'est ainsi que fonctionne ton esprit. Concentré, il est puissant, dispersé, il est inoffensif. Le problème est que nous vivons dans un monde qui cherche à la capturer à tout prix. Et si tu ne la protèges pas, d'autres l'utiliseront à leur propre fin. Les réseaux sociaux, les rumeurs, les opinions des autres et les trivialités du quotidien sont des voleurs d'attention déguisés en divertissement ou en urgence. Chaque notification que tu vérifies sans raison, chaque discussion inutile à laquelle tu participes est une pièce de ton trésor que tu donnes sans rien recevoir en retour. C'est pourquoi le progrès ne se mesure pas seulement par ce que tu fais, mais aussi par ce que tu décides d'ignorer. Les stoïciens mettaient déjà en garde contre cela. Épictète disait que nous ne pouvons pas contrôler les choses extérieures, mais que nous pouvons contrôler ce que nous laissons entrer dans notre esprit. Si tu permets à tout d'envahir ton attention, tu deviens l'esclave du chaos. Protéger ton attention signifie ériger un mur invisible qui filtre ce qui mérite ton énergie mentale et ce qui ne le mérite pas. L'attention, une fois fragmentée, est difficile à récupérer. C'est pourquoi tu dois apprendre à la garder comme si c'était de l'or, en limitant le temps que tu consacres au bruit, en t'éloignant des conversations qui n'apportent rien et en résistant à la tentation de réagir à chaque stimulus.
Le silence stratégique dont nous avons parlé jusqu'à présent trouve sa force ici, car seul celui qui maîtrise son attention peut rester silencieux face à ce qui ne mérite pas de réponse. La protection de ton attention est aussi une déclaration de priorité. Ce qui reçoit ton attention constante se renforce, ce que tu ignores se flétrit. Si chaque jour tu donnes ta meilleure énergie à des choses triviales, ne t'attends pas à voir grandir ce qui compte vraiment. Celui qui avance vraiment choisit avec soin où il investit ses pensées, car il sait que la concentration est le sol fertile où germent les actions. Cet acte de protéger ton attention ne consiste pas à devenir indifférent au monde, mais à ne pas permettre au monde de décider pour toi. Chaque fois que tu résistes aux distractions, tu affirmes ta liberté. Chaque fois que tu choisis d'ignorer ce qui est sans importance, ton esprit devient plus aiguisé, plus fort et plus difficile à briser. Ton attention est une arme et un refuge. Si tu la perds, tu perds le contrôle de ta vie. Si tu la maîtrises, tu construis le progrès dont d'autres ne font que rêver. Protège ton attention comme le trésor qu'elle est, car tout ce que tu es capable d'accomplir en dépend. 8. Célèbre le progrès uniquement en privé. Tout ce qui brille ne doit pas être montré au monde. Nous vivons à une époque où les gens ressentent le besoin d'annoncer chaque réalisation, aussi petite soit-elle, en attendant des réactions, des applaudissements et une validation externe. Mais cette quête constante de reconnaissance est un piège subtil qui affaiblit le caractère. Celui qui apprend à célébrer en privé conserve sa force intacte, car il ne dépend pas des applaudissements des autres pour se sentir en paix avec ses progrès. Le véritable progrès n'a pas besoin de publicité. C'est comme la croissance des racines d'un arbre, profonde, silencieuse et invisible pour les autres, mais absolument vitale. Lorsque tu célèbres en silence, tu protèges l'essence de ton succès du bruit et des attentes des autres. Il n'y a rien à prouver, car la récompense n'est pas dans l'approbation publique, mais dans la satisfaction intime de savoir que tu as donné le meilleur de toi-même. Chaque fois que tu montres tes victoires au monde, tu ouvres la porte aux comparaisons, aux jugements et aux critiques inutiles. Même les éloges peuvent être dangereux. Ils gonflent l'ego et génèrent une pression pour maintenir une image. Le silence te libère de ce fardeau, car il te permet de profiter de ce que tu as accompli sans en faire un spectacle. Les stoïciens croyaient que la véritable valeur d'une action réside dans sa vertu, pas dans sa renommée. Sénèque avertissait que la gloire externe est volatile, mais l'honneur interne perdure. Célébrer en privé est une façon de te rendre hommage à toi-même, de reconnaître ton effort sans céder le contrôle de ta joie aux autres. De plus, l'habitude de partager chaque réalisation peut épuiser ta motivation. Lorsque l'applaudissement externe devient la récompense principale, tu cesses de travailler pour le progrès en soi et tu commences à le faire pour la reconnaissance. C'est une chaîne invisible qui piège beaucoup de gens et leur vole leur authenticité. Célèbre en privé pour garder ton focus sur ce qui compte. Continuer à avancer. Garde ces moments pour toi, ou partage-les seulement avec ceux qui valorisent vraiment ta croissance, pas avec ceux qui la jugent ou l'envient. La véritable victoire n'a pas besoin de bruit. Le fier silence de savoir que tu as grandi, que tu as surmonté un défi et que tu es un pas de plus vers la personne que tu veux être suffit. Le silence, lors de la célébration, n'éteint pas la grandeur de ton succès. Il l'amplifie, parce qu'il le protège de la superficialité et maintient vivante la flamme interne qui te pousse à continuer. Celui qui apprend à savourer ses victoires en silence démontre qu'il n'a pas besoin de témoins pour se sentir complet. Sa propre conscience lui suffit.